Le développement de technologies de pointe a permis aux paléontologues et géologues d'utiliser un outil fascinant et très puissant, l'isotopie. Bienvenue sur Esprit Biologie. Cette vidéo est la première d'une série de 4 épisodes sur cette science merveilleuse qu'est l'isotopie. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques utilisations de l'isotopie à travers 5 exemples intéressants. Mais pour commencer déjà, qu'est-ce que l'isotopie ? Pour comprendre, on va revenir à la structure des atomes. Alors déjà, un atome, ça ressemble pas à ça, Fake news. mais plutôt à ça. On va rester quand même sur cette représentation plus simple. Les atomes se composent d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons. Le noyau se compose lui-même de protons et de neutrons. Le nombre de protons définit le nom de l'élément. Par exemple, l'hydrogène possède un proton, le carbone 6 et l'oxygène 8. Mais pour un même nombre de protons, un élément peut avoir plus ou moins de neutrons. Ça ne change pas la propriété de l'atome, mais seulement sa masse. Ces différentes formes d'un même élément sont des isotopes. Par exemple, on a l'oxygène 16 avec 8 neutrons, le 17 avec 9 neutrons et le 18 avec 10 neutrons. Chaque isotope a donc une masse qui lui est propre. Et par ailleurs, certains isotopes sont aussi instables et se désintègrent produisant de la radioactivité. Ces deux propriétés, la différence de masse et la désintégration, nous intéressent aujourd'hui pour l'isotopie. La première caractéristique utile des isotopes est la radioactivité. Dans un système fermé, comme une roche ou un os, les isotopes radioactifs se désintègrent. Avec le temps, leur quantité décroît, et en connaissant la quantité initiale, il suffit de mesurer la concentration de l'isotope à l'instant T pour remonter à l'âge du système. En réalité, c'est un peu plus compliqué car on n'a pas directement accès à la quantité initiale de l'isotope père, et on peut par exemple utiliser la concentration de l'isotope fils produit par la désintégration. Mais nous n'allons pas aller dans ce genre de détails. Le choix de l'isotope se fait selon le temps de demi-vie, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la moitié des atomes se désintègrent. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du carbone 14. Il possède une demi-vie de 5700 ans et est utilisé pour dater des restes biologiques âgés de quelques dizaines de milliers d'années maximum. Pour les roches, on utilise classiquement le rubidium 87, une demi-vie de 49 milliards d'années, soit suffisante pour dater n'importe quelle roche. Il se désintègre en strontium 87, on nomme alors cette méthode la datation rubidium-strontium. Et on va mettre cette information dans notre inventaire pour y revenir plus tard. Passons à la suite. La seconde caractéristique intéressante est la différence de masse, car celle-ci est à l'origine d'un phénomène de fractionnement. En effet, la masse détermine la réactivité des atomes, car les isotopes les plus lourds nécessitent davantage d'énergie pour être mobilisés. Durant des processus physiques et chimiques, les isotopes légers sont sélectionnés et la proportion de ces derniers change. C'est ça le fractionnement isotopique. Un exemple classique est l'utilisation des isotopes stables de l'oxygène pour estimer les paléotempératures. En effet, les océans sont soumis au phénomène physique de l'évaporation. Les isotopes légers que sont les oxygènes 16 et 17 s'évaporent préférentiellement. Les nuages s'enrichissent alors en ces isotopes légers, alors que l'oxygène 18 lui se concentre dans l'océan. Or, en période glaciaire, les isotopes présents dans les nuages vont pouvoir être stockés dans les glaces et ne vont pas retourner à l'océan. Ce dernier va donc avoir un enrichissement en oxygène 18. Or, de nombreux organismes marins fabriquent des coquilles en carbonate de calcium de formule CaCO3. De nos jours, on peut estimer la proportion de l'oxygène 18 dans ces fossiles et ainsi estimer la température moyenne de l'époque. Petite précision, pour étudier les valeurs des rapports O18 sur O16, on les compare à un standard international sous forme d'un delta. Si le delta est négatif, celui-ci traduit alors un enrichissement d'oxygène 16 léger et donc un réchauffement. Ce genre d'étude peut permettre d'identifier toute autre caractéristique de l'environnement. Par exemple, cela a permis de déterminer que le célèbre dinosaure Spinosaurus menait un mode de vie semi-aquatique en regardant sa composition isotopique en oxygène.
La composition isotopique des roches dépend certes de leur âge, mais aussi de leur nature et de leurs conditions de formation. Ainsi, chaque groupe de roches appartenant à une localité en particulier ont leur propre composition isotopique. On peut donc ouvrir notre inventaire et ressortir le strontium 87. La quantité de ce dernier dépend d'un environnement géologique. Mais à l'inverse, le strontium 86 lui n'y est pas vraiment lié. Le rapport 87 sur 86 renseigne donc sur l'origine géographique. On peut alors par exemple trouver la provenance d'un minerai, ou encore la migration d'un animal en étudiant ce rapport isotopique et en comparant avec les cartes de l'isotopie. La vie est un formidable système de fractionnement. En effet, les êtres vivants fonctionnent sur la base de réactions chimiques qui sélectionnent les isotopes légers. Ce fractionnement s'amplifie le long des chaînes alimentaires. En effet, la plante fractionne les isotopes qu'elle trouve dans le sol en grandissant, l'herbivore fractionne en digérant la plante, et le carnivore fractionne en digérant l'herbivore. À chaque niveau trophique, les isotopes légers s'accumulent. Dans ce cadre, certains éléments sont très étudiés comme le carbone, l'azote et le calcium, et plus récemment le strontium. Les rapports isotopiques comme le strontium 88 sur 86 permettent ainsi de reconstituer le régime alimentaire d'une espèce fossile. Le carbone est particulièrement intéressant pour les végétivores car il permet de déterminer le type de plante consommée entre celle à photosynthèse C3, comme la plupart, ou celle à photosynthèse C4, comme le maïs. Par exemple, cette technique a permis de confirmer que Gigantopithecus, le plus grand singe ayant jamais existé, était bien végétivore et non un terrible prédateur. Les mammifères sont connus pour deux caractéristiques. Ils allaitent et ils ont deux générations de dents de lait et dents adultes. La première est remarquable du point de vue isotopique car le lait est la source alimentaire la plus enrichie en calcium léger. La seconde est très intéressante car les dents adultes se forment progressivement. Ainsi, les molaires poussent dans l'ordre de la M1 à la M3, les unes après les autres. Elles enregistrent alors la composition isotopique de la nourriture à différents âges. On peut donc déterminer à quel âge l'individu a été sevré en déterminant quelle dent marque le passage d'une composition isotopique à l'autre. C'est vraiment un outil très puissant. On peut reconstituer ce genre de comportement chez des espèces fossiles. Maintenant qu'on a vu toutes ces applications extraordinaires de l'isotopie, on verra dans les prochaines vidéos comment mettre en place cette technique avec de la chimie de haut vol et de la machine de précision. Mais avant, la prochaine vidéo sera de l'ostéologie chez les grands singes avec de vrais spécimens prêtés par le musée des Confluences. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. À la prochaine sur Esprit Biologie.